Ciel, mon patron égérie de marque, un maille à partir avec la justice. Que faire dans ces cas très épineux? Jean-François Granat et Olivier Simelière reviennent sur Stéphane Plaza, l'ex-fondation Abbé Pierre qui s'appelle aujourd'hui la Fondation pour le logement des défavorisés. Et vous verrez que là, ça a été magnifiquement géré, on peut les saluer bien évidemment. Et enfin, nous parlerons d'Abercrombie. Rappelez-vous cette marque de fringues dont le patron, M. Jeffries, a aujourd'hui quelques ennuis avec la justice américaine. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et après Trump, après Musk, d'autres frasques de dirigeants égérie. Et je vous avoue que je ne suis pas mécontent d'en terminer avec cette mini-série. Très très bonne écoute, en compagnie des formidables Olivier Simelière et Jean-François Granat, qui, à l'inverse des personnes dont nous avons parlé, sont absolument brillantissimes. Très très bonne écoute, encore une fois, et n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple et Spotify, et de vous abonner au décodeur de la com. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. On va parler de Stéphane Plaza. Alors Stéphane Plaza, vous le connaissez, agent immobilier, qui est comédien, un peu comme un Bernard Tapie, finalement. Il a commencé dans un métier, puis il est un peu comédien, il ne manque plus qu'à chanter, et puis il passe à la télé, et puis il passe aussi aux tribunaux. Et là, monsieur est un peu hardcore avec ses dames, semblerait-il. Mais il y a quand même un empire Plaza, et un sacré empire en franchise d'agents immobiliers qui ont ouvert des franchises Stéphane Plaza. Quand monsieur passe, regardez ce qui s'est passé à M6, il y a de moins en moins de Stéphane Plaza, voire quasiment plus Stéphane Plaza. Il n'est plus à l'antenne, M6 a pris la décision de... Alors il y avait quelques programmes qui étaient encore dans le tuyau qui se sont passés, mais il n'y a pas de nouveaux programmes fabriqués et il n'est plus diffusé. Donc il n'est plus diffusé et résultat des courses, avec ce procès, avec ce qui est arrivé, il a été reconnu coupable, malheureusement. Qu'est-ce qui va se passer côté business? Et puis, qu'en est-il de la communication de cette enseigne? Qu'est-ce que tu en penses, Jean-François? Parce que tu connais ça, toi. Stéphane Plaza, c'est plutôt un beau succès de télévision, parce que c'est quand même quelqu'un qui, au départ, était agent immobilier, qui s'est fait caster sur un salon de l'immobilier, parce que c'était le seul agent qui n'avait pas de cravate. Donc, ce qui fait que les producteurs d'M6 ont dit tiens, c'est bizarre, ce type-là, il n'a pas de cravate. Et ils l'ont fait. Après, il a été cassé, il a fait une vente fictive devant des gens d'M6. Et c'est quand même une très belle réussite parce que il a quand même réussi à monter plein d'émissions, d'être pendant longtemps un des animateurs préférés des Français. La franchise de Stéphane Plaza Immobilier, elle a été montée avec M6. C'est surtout M6 qui est derrière tout ça. Voilà. Après, forcément, ce qu'on disait, ce qu'on a dit dans le précédent podcast là, avec nos amis de Body Minute, et puis ce qu'on vient de dire sur Tesla, c'est que quand la communication repose que sur une seule personne, ça devient dangereux. C'est un peu ce qui est en train de se passer. Après, je pense que ce que j'ai pu lire, c'est que les franchisés se sont un petit peu plaints. Certains ont voulu laisser tomber la franchise. Je pense que les gens ne sont pas non plus complètement stupides. Ils se doutent bien que voilà, c'est pas Stéphane Plaza qui va venir leur vendre l'appartement parce qu'ils sont passés par une agence Stéphane Plaza, et qu'il y a une distanciation qui se fait entre la franchise et l'animateur. Bon, après, est-ce que ça va continuer? Je ne sais pas. Il y a quand même eu des témoignages de franchisés, ceux notamment qui ont introduit des recours juridiques pour se séparer de la marque Stéphane Plaza, parce que c'est par rapport à leur propre rapport qu'ils ont à la marque. Quand on lit les verbatims, ils disent moi ça me gêne d'être associé maintenant à un type qui tape les femmes. Voilà. Et d'autres ont précisé qu'ils avaient vraiment observé un recul du business, que les gens venaient beaucoup moins spontanément. Parce que c'est vrai qu'au départ, il a été aussi disruptif sur le marché de l'immobilier, Stéphane Plaza. Au-delà effectivement de l'absence de cravate, je ne connaissais pas l'anecdote, mais c'est hyper sympa. Il a construit un personnage un peu gaffeur, qui faisait tomber les objets quand il visitait une maison, ou il se prenait une porte. Et puis voilà, il faisait un peu le clown. Et ça a construit effectivement une cote de sympathie énorme, parce qu'il ne racontait pas que des bêtises. Mais il le faisait sans se prendre au sérieux.
Et la marque d'enseigne Stéphane Plaza s'est construite comme ça. Et ça a décollé d'ailleurs. Ça s'est développé, enfin, les réseaux de franchise qui se développent aussi rapidement sur un marché qui est en plus super concurrentiel avec beaucoup d'acteurs. Ils ont fait très fort. Là, l'image de Stéphane Plaza est entachée. Alors certes, pour des histoires personnelles, mais quelque part, on attend aussi d'un dirigeant ou d'une icône ou de ce qu'on veut, des comportements qui soient, je dirais, normaux, acceptables. Qu'à voir Gérard Depardieu, hein. Bon, lui, il vend que lui-même, mais aujourd'hui, sa carrière, elle est finie, elle est au point mort. L'abbé Pierre. L'abbé Pierre, pareil, à tel point que la fondation Abbé Pierre, maintenant, s'est rebâtie fondation pour les défavorisés du logement. Parce que l'abbé Pierre, alors lui, c'était plus que l'icône, quoi. C'était le saint parmi les saints, qui a aidé plein de gens à sortir de la misère. Et on s'aperçoit qu'en fait, c'était un espèce d'obsédé, mais alors, il n'y a même pas de mot pour le qualifier, et qu'il a fait ça, en plus, pendant des décennies et des décennies. Aujourd'hui, pour préserver en effet l'œuvre qu'il a malgré tout léguée et qui profite à des gens, heureusement, ils ont débaptisé tout simplement, et ils se posent la question en effet d'enlever les portraits dans les fondations Emmaüs, etc. On est dans cette optique-là avec Stéphane Plaza. Mais justement, je reviens sur... Alors, je vous avoue que Stéphane Plaza ne m'intéresse absolument pas, mais beaucoup plus l'abbé Pierre. Je n'arrête pas de rebondir, je suis désolé, messieurs. Mais je trouve... Rebondissons, si tu en es d'accord, évidemment, Jean-François. On reviendra évidemment à Stéphane Plaza. Un ami à toi, je crois, m'a-t-on dit. Non, pas du tout. Mais... Ah, pas du tout. C'est parce que tu me disais il y a 2 semaines. J'ai déjeuné avec Stéphane, on a mangé une très bonne pizza. Évidemment, je plaisante. J'ai bossé avec son frère. Tiens, donc qui s'appelle pas Stéphane mais Stéphano. Tiens, ça alors. Non, je plaisante évidemment. Je reviens sur l'abbé Pierre. Évidemment, il avait plutôt tendance à mettre des mains dans la culotte, ce qui est absolument abominable. Le saint homme. Je rappelle qu'il était député, il a été résistant. Il y a peut-être 1 an ou 2, je suis allé voir une exposition sur lui. Un homme incroyable de prime abord, et puis en fait tout le monde savait qu'il avait tendance à mettre des mains dans la culotte, ce qui est absolument... Tout le monde, les initiés. Oui, je rappelle que quand même l'Église avait dit faisant en sorte de un petit peu entre guillemets l'excommunier parce que ça lui monte un peu. Il l'avait mis en hôpital psychiatrique. Oui, voilà. Donc il a réussi à en ressortir et à revenir dans le jeu. Voilà, mais redevenons sérieux un instant, même si évidemment tout ça est très sérieux. Je trouve que la Fondation Abbé Pierre à l'époque a très très bien réagi. C'est un véritable cas d'école. Ils ont dit, on croit tout le monde, on ne va plus mettre de mouchoirs dessus et on change de nom. Et je trouve très honnêtement, Yves, le DIRCOM de la Fondation Abbé Pierre à l'époque est déjà passé dans le décodeur de la com, je crois, à toute fin 21. Je trouve qu'ils ont magnifiquement bien réagi. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-François ? Ils n'avaient pas trop le choix, je dirais, à partir du moment où l'abbé Pierre était mis en cause et il n'y avait pas d'autre solution que de changer de nom et d'abord prendre la distance par rapport à l'homme, quand même reconnaître que ce qu'il a fait, en tout cas ce qu'il avait monté, était quand même quelque chose de fort et de bien pour les gens qui ont pu en profiter. Je pense aux sans-abri et la Fondation Emmaüs et la Fondation Abbé Pierre à l'époque, c'était vraiment quelque chose de très bien. Ils ont su se distancier du personnage. Et puis derrière, le changer le nom, c'est une façon, j'allais dire, de tourner la page et de repartir sur des bases solides. Et puis de continuer l'œuvre caritative qui a été initiée par l'abbé Pierre. Donc je trouve qu'ils ont plutôt bien négocié, bien joué. Après, je trouve que le nom est un peu long sur le nouveau nom qu'ils ont choisi, que je trouve un peu très... Ouais, et puis il est entre guillemets un peu stigmatisant, je trouve, défavorisé. Bon, alors c'est vrai, ils aident des gens qui sont dans la panade, mais j'aurais aimé un droit, quelque chose d'un peu plus, alors c'est déjà pris droit au logement, mais un truc dans ce genre-là. Je te rejoins sur effectivement la com de crise qui a été faite à l'occasion. Bon, ils n'avaient pas en effet trop le choix, sinon ça aurait été suicidaire que de vouloir s'accrocher à la figure de l'abbé Pierre. Mais c'est moi ce que je remarque au-delà du changement de nom, parce que certaines fois on change de nom mais on garde les pratiques. Là, ils ont été beaucoup plus loin. Le patron de la Fondation Abbé Pierre, sur les plateaux de télé, a déclaré qu'il souhaitait, si elle le voulait, écouter, entendre les victimes, qu'ils allaient les aider concrètement, voilà. Et donc ça, cette forme de reconnaissance, c'est pas tout le temps qu'on le voit dans les coms de crise. Il y a le minimum standard qu'on fait, et puis bon, après,
Là, ils l'ont fait, ils ont aidé vraiment les victimes et ils ont accueilli toutes les révélations avec ce qu'il convenait de faire. Et ça a eu un effet, c'est que les donateurs, justement, où on aurait pu penser que là, ça chute, ça n'a pas chuté. Il y a eu un moment, un temps mort, évidemment, parce que la sidération, l'offuscation, etc. Mais ils n'ont pas perdu, comme quand il y avait eu l'affaire de la recherche contre le cancer avec Rosemary, où là, il avait complètement magouillé, détourné les fonds de l'association. Là, l'association avait eu du mal à s'en remettre parce que tout le monde ne donnait plus, même si c'était la faute d'un seul homme. Là, ils ont su justement acter le fait que ils ne savaient pas, et ceux qui étaient en place à la fondation là actuellement, probablement ils ne savaient pas ou ils avaient entendu, mais ils ne se sont pas réfugiés dans le déni. Et ça, c'est la première chose, ils ont accepté ça et ils ont fait des actions supplémentaires. Ils ont reconnu le statut des victimes et ils ont essayé de les aider. Je trouve vraiment qu'ils ont été exemplaires. Ils ne sont pas cachés derrière leurs petits doigts, comme vous le dites très justement. Ils ont pensé aux victimes, qui ne sont pas toutes jeunes, pour certaines. C'est des dames plutôt âgées aujourd'hui. Oui, puis il y a des gens qui ne voulaient pas témoigner. C'est souvent des membres de leur famille qui ont fait savoir tel ou tel cas. Encore une fois, je leur tire mon chapeau, parce que se prendre un tel monceau d'immondice sur la tête, surtout que c'était vraiment une figure, une sainte figure, disons les choses très clairement. Toujours promis au classement des personnalités préférées des Français là, du JDD, pendant je ne sais plus combien d'années d'affilée, mais c'était énorme. Oui, même si je préfère Jean-Jacques Goldman. Bon, évidemment, je dis des bêtises. Jean-Jacques, si tu nous entends, ne rechante surtout pas. Mais trêve de plaisanterie. Il t'a écouté. Il m'a écouté, bien évidemment. Il vit à Londres maintenant. Mais non, très sincèrement, je trouve qu'ils ont été absolument exemplaires, sauf évidemment sur le nom FDL, Fondation... Des défavorisés du logement ou un truc comme ça. Voilà, je l'ai encore vu hier, ce nom, et je ne m'en souviens pas, mais ça finira par rentrer. Il n'y a absolument aucune mauvaise surprise, mais en tout cas, je dis bravo aux équipes communication et puis aux équipes de direction, et puis à toutes celles et ceux qui sont encore des bénévoles, qui se bougent et qui ont dû se prendre un tombereau peut-être d'insultes dans leur vie personnelle ou professionnelle, et je dis sincèrement bravo. Bon, vous voulez qu'on revienne à Stéphane Plaza ou pas ? Non, il fallait qu'on parle d'Abercrombie pour faire le lien avec ton introduction. Eh bien oui, exactement. Ça tombe très très bien. Abercrombie. Alors Abercrombie, qu'est-ce que c'est ? C'est une marque. Crombie. Abercrombie and Fitch. And Fitch, exactement. A&F. Yeah. Abercrombie et Fitch, c'est une marque de fringues. Je ne m'en souviens absolument plus parce que pour moi c'est les années 2010 environ. 2000. Ah, 2000, comme quoi. 2000, qui est créé par Mike Jeffries, qui est un patron un peu fantasque déjà à la base. Oui. Très dans la gonflette, la muscu, le corps, etc. Et en fait, au départ, c'est même une marque plus ancienne parce qu'elle date de 1890, je crois, voilà. Mais qui était sur une marque de sport, plutôt de vêtements de sport. Et avec Marc Jeffries, ils se sont plutôt positionnés sur du vêtement de jeunes. De jeunes, loisirs, mais jeunes avec une certaine morphologie. C'est-à-dire, faut être grand, faut être mince. Les petits et les plus enveloppés, ils n'avaient pas droit et pas voix au chapitre. Ils ne faisaient pas de grande taille. Donc, ça s'arrêtait aux 40. C'était volontaire. Ah j'ai de la chance. Je fais du 40. Avec des chaussures. Par jambe. Par jambe, exactement. Mais alors, rappelez-vous, il y avait... Et c'est comme ça qu'ils faisaient parler d'eux. Alors, c'est vrai que le patron était quand même assez étonnant parce qu'au-delà de la gonflette, bon, ça, je ne m'en rappelais pas, mais surtout, je me souviens qu'il avait une tête extrêmement lisse, un petit peu... botoxée. Alors, je ne sais pas si c'était du botox. Il me faisait un peu penser à Donatella Versace. C'est-à-dire une tête toute lisse ou un peu comme Madonna. C'était absolument abominable. Bref, une tête de troll. Mais surtout, je me souviens que les vendeurs étaient torse-poil. Ils étaient torse nu. Mais ils ont fait toute leur campagne de communication justement sur le côté hyper sexy. Donc avec des affiches et des pubs où on voyait en effet des gens très, très sexy. Plus les vendeurs qui étaient aussi torse nu dans les magasins. Et donc il fallait, pour pouvoir travailler dans les magasins, avoir un certain physique, comme Olivier, pas comme moi. Ah non, moi les abdos, je les avais pas. et au-delà de ça, aux US, il fallait plutôt être blanc que noir. Voilà. Parce que quand tu étais noir et un peu fort, tu travaillais plutôt dans le magasin, dans la réserve, mais tu passais pas côté vente. Donc ça a commencé à se savoir, ça a commencé à faire un petit peu de scandale. Et en plus, le Marc Jeffries en question, un jour, dans une interview, a dit que il voulait pas habiller ni les gros ni les gens qui n'étaient pas parfaits. Donc ça n'a pas tellement amélioré. Là, il s'est pris ce qu'on appelait au départ un bad buzz, parce qu'il s'est fait allumer notamment sur une vidéo sur YouTube
qui a complètement allumé Mark Jeffries, qui a fait en plus des contre-pubs, qui a détourné les pubs en mettant en scène justement des personnes fortes, des personnes petites, etc. Et en disant en gros que les t-shirts, ça pouvait aussi aller à ces personnes-là et que c'était complètement discriminatoire de vouloir rester sur une seule morphologie de personnes. Et puis l'histoire a un peu continué aussi, puisque derrière, ce monsieur Jeffries, il a été accusé de trafic d'êtres humains, puisque en fait, il invitait de jeunes garçons à passer des week-ends dans sa maison, en leur faisant croire qu'ils allaient faire du mannequinat. Et donc il invitait des jeunes garçons à passer des week-ends chez lui, en leur faisant croire qu'il ferait du mannequinat. Et en fait, voilà, il montait une sorte de réseau d'agression sexuelle qu'il a monté et sur laquelle il a été condamné. Enfin, je crois que les procès sont en cours. Il y a encore des procès en cours. Et alors, cerise sur le gâteau aussi, à un moment, on lui avait posé la question des invendus. Est-ce qu'il pouvait les donner, par exemple, à des nécessiteux, des SDF, des gens comme ça? Et il avait répondu que c'était hors de question, que ça ferait du tort à sa marque que de s'associer avec des gens, avec un SDF. Et là, rebelote, bad buzz sur les réseaux sociaux. Donc, il a cumulé, plus effectivement les délits à caractère sexuel qu'il a commis. Et la marque a dévissé énormément, alors qu'elle était à l'époque en pleine expansion. Hein. C'était à l'époque où elle arrivait à Paris en fanfare, avec donc justement un immense magasin dans le bas des Champs-Élysées. Et puis Abercrombie & Fitch, c'était effectivement la marque du moment qui allait bien. Et ça a été quasiment un feu de paille parce que 2-3 ans plus tard, la marque a refermé des magasins et aux États-Unis, elle s'est totalement écroulée jusqu'à être reprise après par des nouveaux investisseurs et qui ont complètement repositionné le produit. Ils sont plus du tout sur cette approche très segmentante, si j'ose dire. Ouais, sur cette crise, il y a un super reportage, je crois qu'on trouve sur Netflix, qui est vraiment très très bien et qui présente vraiment toute cette histoire, à la fois sur le côté social, sur le côté des crimes sexuels, sur les discriminations qui étaient dans l'entreprise. Et en effet, la marque est en train de se relancer en se repositionnant, avec il y a la marque Abercrombie, ils ont une marque un peu plus jeune qui s'appelle Hollister. Et ils sont en train de se repositionner complètement, d'abord en jouant beaucoup sur l'image d'une entreprise qui est inclusive, qui a envie de faire des vêtements pour tout le monde. Donc Hollister plutôt pour les jeunes on va dire de 20 à 30 ans. Abercrombie sur les jeunes de 20 à 30 ans et Hollister sur les, on va dire, ados jusqu'à 20-25 ans. Et avec un gros travail de fait sur la marque, sur la communication, on n'est plus du tout dans des images de bimbo en termes de communication ou d'une communication hyper sexy. Et on va au-delà du 40. Et ils vont au-delà du 40. Ça va jusqu'au XXL. J'ai regardé ce matin. Donc, il y a de quoi faire. On peut rentrer dedans, Laurent, toi et moi. Oui, absolument. Bon, moi, je rentre dans du M. Non, c'est ma fille, suis-je bête, mon Dieu, pardon. Et surtout, chose importante, tu disais entre 20 et 30 ans pour Abercrombie, c'est pile poil pour nous. Ouais. Bon, on est un petit peu plus âgé de 30 ans, 32 ans en l'occurrence. Mais bon, on va pas ergoter sur les chiffres. Non, on a su rester. Hors taxe et sans frais douaniers de Trump. Voilà. Oui. Et dans notre tête surtout. Dans notre tête. Ou sinon à 200% de frais douaniers. Et là, c'est plus. Bref, vous avez compris qu'on était des vrais jeunes, la trentaine. Comment dire? Bon, bref, je voudrais conclure maintenant. Bon, ces grands patrons qui ont décidé de s'accaparer la marque. C'est moi, la marque, I am the brand. Bonne ou mauvaise idée? Avec Elon Musk, on dirait que c'est une bonne idée, et puis à un moment, tout bascule. En fait, il faut avoir quand même une certaine constance, si j'ai bien compris, pour éviter de se prendre comme le gars d'Abercrombie, Monsieur Mize, je crois, si je dis pas. Mike Jeffries, yeah. Ou Stéphane Plaza dans une moindre mesure, ou Elon Musk, qui se fout royalement de tout, ou de Donald Trump qui est maintenant le président pour la seconde fois. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut finalement tout miser sur sa marque? Est-ce que c'est un synonyme finalement d'un énorme melon de ces femmes et de ces hommes? D'ailleurs, c'est plutôt bizarrement souvent des messieurs. C'est étonnant, hein, c'est toujours pareil. Moi, j'ai toujours en tête le fameux Richard Branson que j'adore et que j'estime être pour moi ce qu'il y a de mieux, mais on pourrait dire en France. Alors toi, je sais que tu aimes Dominique Schelcher, mais moi j'aime beaucoup Michel-Édouard Leclerc, que j'ai eu le plaisir de rencontrer, qui est un magnifique porte-parole. Finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on monte une boîte, que ça cartonne, est-ce qu'on reste toujours
l'atout numéro 1, confère Monsieur Afflelou, confère Feu Monsieur Tapie, ou est-ce que justement on laisse des communicants, certes nous mettre en avant parce qu'on a trop envie qu'on les paye, mais en même temps on fait quand même de la marque. C'est-à-dire on fait de la publicité, des RP, des ci, des ça, un petit peu comme le faisait quelque part feu Steve Jobs. On a eu là des cas très différents quand on parle de Tesla et Musk, ou quand on parle de Abercrombie, ou quand on parlait tout à l'heure d'Apple, par exemple. C'est des cas complètement différents. Dans le cas de Tesla, tout repose sur Elon Musk. Il n'y a pas de création d'une marque à côté. Tout est piloté, toute la communication est pilotée par Elon Musk, et il y a une fusion entre les deux. Donc forcément, dès que le patron déconne, toute l'entreprise suit. Moi, je crois que la bonne solution, c'est un petit peu ce qui avait été fait chez Apple, c'est que le patron, l'image du patron, la communication du patron contribue à l'image de la marque. Et tu ne fais pas l'un sans faire l'autre, tu dois tout faire ensemble, c'est-à-dire que tu dois développer une marque, et ton patron, il contribue à l'image de la marque et à faire passer les messages. C'est un amplificateur de messages, mais surtout, c'est une des pièces du puzzle de construction de la marque, au même titre que la communication employeur, au même titre que la communication produit, la communication corporate, les RP, et tout ça. Et si ça fonctionne bien, si tu as un élément qui est défaillant là-dedans, c'est pas trop grave. Tu vois, c'est un peu ce qu'on disait sur la Fondation Abbé Pierre. Finalement, tu as l'Abbé Pierre qui est défaillant, mais l'image et ce qui a été créé autour de ça continue à fonctionner. Et même Abercrombie, ça continue à fonctionner parce qu'ils avaient quand même réussi, ils ont une histoire de plus de 100 ans, et ils ont quand même, parmi toutes ces années, à travers toutes ces années, ils ont quand même réussi à construire une marque. Donc ça va, je pense, continuer. Et ils sont en train de se repositionner et se distancier par rapport à la crise qu'ils ont connue. Mais tu ne peux pas tout faire porter par le seul et unique patron. Non, il ne faut surtout pas même tout faire porter par le seul et unique patron, sinon on a le syndrome Musk qui l'illustre bien. Et puis après, ça dépend des cas de figure. Je vais prendre l'exemple de Danone. Danone, c'était porté par la figure d'Antoine Riboud, puis son fils Franck Riboud, qui étaient vraiment deux personnages hyper inspirants, parce que Antoine Riboud, ça a été un des premiers à se soucier de la responsabilité sociétale et environnementale. Dans les années 70, c'était quand même sacrément culotté d'en parler, pourtant il a osé. Et puis après, quand la famille Riboud a pris du recul, aujourd'hui c'est Lorrain de Saint-Affrique. Qui connaît Lorrain de Saint-Affrique? Et on ne lui demande pas d'ailleurs de porter Danone. Il prend la parole, plus d'ailleurs sur les aspects financiers, stratégiques, etc. Parce que il n'a pas forcément un profil qui peut être utile pour alimenter la notoriété du groupe. Donc il y a vraiment différentes cas de figure. Ensuite, quand on se sert en effet d'une personnalité, ça vaut pour les patrons, mais pour des gens qui sont soit des marques en elles-mêmes, soit elles incarnent quelque chose, ça peut être une ONG par exemple aussi, je me souviens de Kouchner avec son sac de riz. Il faut en effet bien caler la com et, alors ça va pas plaire à certains peut-être, mais bien vérifier qu'il n'y a pas des cadavres dans le placard. Parce que là, surtout aujourd'hui, il y a peut-être 30-40 ans, les cadavres dans le placard, ils restaient souvent dans le placard, on remettait un deuxième verrou, le cas de l'Abbé Pierre le montre, et puis oui, mais enfin, on trouvait toujours des choses pour camoufler. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, qu'on le déplore ou non, on est dans une société où tout se sait très vite. Donc si le dirigeant n'est pas un minimum aligné, on ne lui demande pas d'être un enfant de cœur ultra parfait, on est tous humains, on a tous nos petits bugs, mais si c'est quelqu'un par ailleurs qui a une vie extrêmement dissolue, ou qui est un côté frappeur, ou qui est complètement déjanté, etc., ou qui professe des idées absolument puantes, vaut mieux pas le sortir, hein. Vaut mieux le laisser là où il est et puis bâtir la stratégie de com de l'entreprise avec éventuellement d'autres figures, d'autres égéries. C'est vraiment ça le gros problème. Et dans le sport, par exemple, il y a des marques qui l'ont bien perçu, hein. Dès qu'un sportif déconnait, se faisait prendre pour dopage notamment ou triche, aujourd'hui, c'est immédiatement les contrats sont rompus. On cherche même plus à comprendre, avant même d'ailleurs qu'il soit définitivement jugé parfois coupable ou pas coupable, on coupe tout. Et c'est là-dessus, je pense qu'il faut en effet porter l'attention en tant que communicant, c'est de s'assurer que la personne qui incarne ton truc soit clean
et puis qu'elle ne cède pas non plus, parce que l'illusion médiatique, ça plaît beaucoup, qu'elle ne cède pas, j'adore ce mot, mais mot grec qui est l'hubris, dire qu'on se sent finalement intouchable, parfait, influent, inspirant, etc. Et on n'a plus de recul sur soi-même. Tu veux dire c'est moi la République de la communication? Pardon, Jean-François, tu allais dire quelque chose. Non, après, l'autre difficulté auquel on peut être confronté, c'est des patrons qui, au contraire, ont envie de se montrer, ont envie de passer à la télé. Moi, j'ai travaillé avec des attachés de presse qui me disaient, on a un client, il veut absolument il veut faire des relations de presse, son seul objectif, c'est de faire une émission avec Claire Chazal. Mais il y en a des comme ça, on en a vu, je ne citerai pas de nom ni de marque, mais des marques qui ne communiquaient que sur leur patron, où on voyait leur patron en gros en photo. Le type était absolument inconnu. Celui qui avait un trou dans la chaussette? Ah non. Pas celui-là. Il y avait un monsieur qui faisait des cheminées, tu te souviens pas ça? Ah oui, voilà. Tout à fait. Et on le voyait à la télé et tout, et tu te dis finalement la pub était juste pour lui faire plaisir. Il y avait pour une marque d'eau aussi cristalline, où il y avait le patron, le fondateur, celui qui a créé le Cristalline, qui passait, il parlait de la deuxième marque aussi, Rosanna. Exactement. Et voilà, oui. L'autre, c'était quoi? C'était Invicta, où on voyait le monsieur de Invicta, un type barbu, une grande barbe à côté de ses cheminées. Alors, parfois ça marche, hein. Regarde Alain Afflelou, ça a été, il est fou Afflelou, ça a fonctionné. Alors, ce qui est étonnant, c'est que son fils a pas repris, parce que c'est lui maintenant qui gère la boutique, il a pas repris l'idée. Bon, parfois ça marche, mais encore une fois, faut être sûr de son coup, que les fondamentaux sont clean. Et en effet, il y a des patrons qui, parce qu'ils sont patrons, ils estiment qu'ils doivent devoir passer dans les médias et de préférence à la radio et à la télé, et si possible au JT de 20h. Et moi, j'ai toujours eu coutume de dire aux quelques patrons qui avaient ce désir-là, je vous souhaite dans votre carrière de ne pas vous retrouver aux 20h, parce que généralement, quand vous êtes aux 20h, c'est rarement pour des bonnes choses. C'est pour une crise, c'est pour des acquisitions conflictuelles, c'est voilà. Donc, passez plutôt sous le radar du 20h, ça sera mieux. Au mieux, tu les fais passer sur BFM TV, tu payes, ça te coûte très cher, mais au moins ils sont contents, ils auront passé sur... Puis ils sont plus légitimes, parce que BFM Business, c'est vraiment la chaîne qui parle de toute façon d'économie, de finance, donc ils sont vraiment là dans leur environnement. Après, il faut vraiment qu'il y ait une justification si on met en avant un patron. Et puis oui, il y a un modèle financier, effectivement, qui fait qu'on paye pour passer à la télé, mais bon... voilà, après ça regarde chacun. Mais ça fait partie de la communication, finalement ça fait partie de la communication de la boîte et c'est normal. Après, il y a plein de moyens en plus pour un patron aujourd'hui de se médiatiser. Il n'y a pas que la télé, hein. Il y a prendre la parole sur LinkedIn, par exemple. Il y a écrire un livre, pourquoi pas. Voilà, si on veut vraiment avoir une certaine notoriété. Mais j'en reste encore je reviens sur ce que je dis. Les fondamentaux doivent être clean au départ. Eh bien, écoutez, on va se quitter sur ces fondamentaux clean, alors de messieurs Musk, Trump, Plaza, Abercrombie, mais monsieur Jeffrey... David. Oui, c'est cela, en te remerciant. Oh non, mais non. Tu dis ça parce que tu es poilu, c'est pour ça. Mais non, mais alors, trêve de plaisanterie, vous avez compris, chers auditrices, auditeurs, oui, quand on a un patron qui a énormément de charisme, c'est vachement bien. Encore une fois, je pense à Michel-Édouard Leclerc, ou je pense à Richard Branson. Ces mecs-là sont des démiurges, il n'y a rien à dire. C'est des hommes, quand ils prennent la parole, ils sont écoutés, et puis ils mouillent le maillot, et c'est ce qu'on aime finalement. C'est ce côté, entre guillemets, cheville ouvrière de la communication. Bon, très bien, bravo. Après, il ne faut pas tout miser dessus. Ils sont stars de l'équipe, mais ils doivent contribuer à l'équipe. Oui. Et éviter la politique, qui du coup te met dans des situations compliquées à gérer vis-à-vis de ton entreprise. Tu parles peut-être de monsieur Bernard Tapie, qui a aussi fait beaucoup de détention. Mais on voit, hein, c'est le problème de Musk, c'est un problème politique. En fait, il serait resté chez lui et tranquillement à s'occuper de ses entreprises. Je pense que ça se passerait beaucoup mieux. Et dès que tu mets le pied en politique ou dès que l'entreprise prend une position politique, l'entreprise elle a un rôle social, sociétal, elle a un rôle environnemental. Hein, c'est ce qu'on parle de développement durable, mais pas de politique politicienne. Surtout si on est sur des thèses populistes extrémistes. Alors, nous n'allons pas refaire évidemment l'épisode qui date d'il y a quelques semaines avec le monsieur qui dirigeait entre autres... Carly. Voilà, Philippe Carly, dont j'avais évidemment oublié le nom. Mais bon, vous avez bien compris, tenez-vous loin de la politique. En tout cas, n'en parlez pas trop si vous êtes un grand patron ou une grande patronne un jour. C'est tout le mal que je vous souhaite. Et puis surtout, faites confiance à de véritables communicants. C'était beau ce que je viens de dire, j'ai envie de pleurer. Bon, Jean-François, je te remercie. Bon retour à Lyon, la capitale des Gaules. Merci Laurent, merci Olivier. Et merci à toi, Olivier, d'être venu jusque dans le 3e arrondissement. Ça t'a changé de notre 17e. Hein. Ah ouais, mais j'ai fait une balade à vélo. Oh, quel talent. Allez, vous mettez 5 étoiles sur Apple Podcast. 5 étoiles.
Alors, je répète, vous mettez 5 étoiles sur Apple Podcast, 5 étoiles sur Spotify, vous abonnez au Décodeur de la Com, le meilleur des podcasts sur la communication. Et puis, je vous dis à très très vite avec Jean-François qui reviendra. Alors, cette fois-ci, sachez-le, Jean-François m'a apporté de quoi mourir d'un diabète très très fort, puisque c'est une magnifique plaquette de chocolat à... La praline rose de Lyon. Oh mon Dieu. Et moi, Rosette de Lyon. Exactement. J'en salive d'avance. Et on ne dira pas par où il la fera passer. Allez, en vous remerciant, j'ai honte, pardonnez-moi, c'est la fatigue, il est temps d'aller bouffer, on n'en peut plus. Je vous embrasse et je vous dis ciao ciao.